Voilà, merci de reprendre place. Nous allons passer à la deuxième séquence de la matinée qui va être l'occasion cette fois-ci d'un zoom sur l'Europe et sur la France. D'abord avec Jean-Christophe Dumont, que j'accueille ici, qui est chef de la division des migrations internationales à l'OCDE et qui va présenter un tableau comparatif et probablement plus articulé sur la France des migrations internationales. Il est le responsable d'une publication à l'OCDE qui, chaque année, fait le point justement sur ces migrations internationales. C'est une publication qui est en anglais. Non, en français, ah, d'accord. Bon, parce que je la vois, International Migration Outlook. Voilà, perspective des migrations internationales. Et c'est une publication qu'on peut se procurer, j'imagine, sur Internet. Voilà. Eh bien, je vous laisse la parole. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation et cette opportunité de partager avec vous quelques réflexions sur les politiques d'accueil dans les pays européens et en Europe. Mais avant d'en venir à cette question précisément, je voulais rappeler quelques éléments factuels sur les migrations. Évidemment, au regard des élections, des résultats des élections récentes en Europe et dans les autres pays de l'OCDE, à la lecture des journaux et à la vue des images qui inondent les réseaux sociaux, mais aussi nos téléviseurs, d'aucuns peuvent penser que l'immigration est hors de contrôle et coûteuse. Hors de contrôle parce que les frontières ne seraient pas bien gardées et les flux pléthoriques. Coûteuse parce que les immigrés prendraient l'emploi des travailleurs et profiteraient des prestations sociales, mettraient en danger notre modèle social. Vous attendez sans doute pas autre chose de ma part, en tout cas de la part de l'OCDE. La réalité, évidemment, est tout autre. Sans nier les difficultés qu'il peut y avoir à gérer les flux migratoires, il importe avant toute chose de remettre les faits à leur juste place. C'est d'autant plus nécessaire qu'en France, le décalage entre la perception et la réalité sur les questions migratoires est particulièrement important. En effet, lorsqu'on interroge les Français sur le pourcentage de personnes nées à l'étranger dans la population, ils se trompent par un facteur de 2. En moyenne, les Français pensent que 26% des personnes résidant en France sont nées à l'étranger, alors qu'en réalité, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est 12%. Et si on exclut les gens qui sont nés français à l'étranger, on est en dessous de 10% en réalité. Donc la réalité, c'est que la France n'est pas, ou n'est plus, selon qu'on se place, un grand pays d'immigration, en tout cas si l'on le compare aux autres pays de l'OCDE. Comme vous pouvez le voir, le pourcentage de personnes nées à l'étranger en France est inférieur à la moyenne de l'OCDE. Et évidemment, il y a des cas extrêmes à droite et à gauche de ce graphique, mais la France est plutôt en dessous de cette moyenne. L'immigration récente est aussi relativement moins importante que dans les autres pays, avec environ 260 000 entrées permanentes en 2015-2016. Elle se classe en proportion de sa population derrière l'Australie, le Canada, mais aussi la plupart des autres pays européens. En fait, la France est à peu près au même niveau que les États-Unis, qui n'est pas non plus un grand pays d'immigration, en tout cas en termes de flux récents, puisque environ seulement 0,3%, 0,35% je pense dans le cas des États-Unis, un peu plus que 0,4% de la population arrive chaque année au titre de l'immigration. Et vous avez d'autres pays où ce pourcentage est bien plus élevé, ça atteint 3,4% au Luxembourg, encore un cas extrême, mais dans la plupart de nos pays voisins, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, etc., ces pourcentages sont bien plus élevés. Si toute l'attention est portée aujourd'hui dans le débat public sur le cas des réfugiés,
il faut aussi savoir que les principales catégories de migration sont toutefois autres. En fait, il s'agit avant tout de migrants européens qui bougent à l'intérieur de l'Union européenne, entre des pays européens, et de l'immigration familiale. Ces deux catégories représentent environ 2/3 de l'immigration dans les pays de l'OCDE et en Europe. En France, chacune de ces deux catégories représente environ 90 000 personnes, comparé aux 35 000 personnes qui ont obtenu le statut de réfugié en 2017. En outre, les migrations familiales, qui sont prépondérantes en France, environ 60-65% des flux, sont pour la moitié composées, au moins, en fait, composées de rapprochements de conjoints de Français, et pas d'immigrés installés en France qui feraient venir leur famille. L'image de l'immigration telle qu'elle est, telle qu'elle transparaît dans l'opinion publique, comme vous pouvez donc le constater, est en décalage avec la réalité. Dans ces conditions, l'impact économique de l'immigration, positif ou négatif, en réalité, est souvent limité. Les travaux de l'OCDE ont d'ailleurs montré que dans tous les pays, ou presque, les immigrés contribuent plus en taxes et en cotisations sociales qu'ils ne reçoivent de prestations individuelles. De la même manière, les travaux académiques montrent que l'impact des migrations sur les salaires ou le chômage est généralement négligeable statistiquement, à un niveau agrégé. Évidemment, pour certains groupes particuliers, l'impact peut être différent, mais il peut aussi être positif du fait de la complémentarité de l'offre de travail entre l'offre de travail immigrée et l'offre de travail native. L'immigration n'est pas une menace pour nos économies et nos sociétés, mais potentiellement une chance, en ce qu'elle peut contribuer à atténuer, certes modérément, les effets du vieillissement de la force de travail, tout en accroissant et en diversifiant le stock de compétences et de talents. La question de savoir si l'immigration sera une source de croissance partagée ou un facteur de tension sociale renvoie à celle qui a trait aux conditions d'intégration et d'inclusion sur le marché du travail des immigrés ou des migrants et de leurs enfants. C'est une question cruciale et en fait c'est celle qui m'était posée pour cette discussion aujourd'hui, donc sur laquelle je vais me consacrer à partir de ce point. Et en réalité, en dépit de la faiblesse des flux tels que je l'ai montré, en tout cas comparé aux autres pays de l'OCDE, force est de constater que l'intégration des primo-arrivants se passe moins bien en France que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le taux d'emploi des immigrés qui sont arrivés depuis moins de 5 ans en France est le plus bas de tous les pays de l'OCDE. On est environ à 35%. Environ un tiers seulement des personnes qui sont arrivées depuis moins de 5 ans en France sont en emploi. Ce résultat s'est par ailleurs aggravé par rapport au précédent calcul qu'on avait fait pour 2011 où 42% des primo-arrivants étaient en emploi. Et ça ne couvre évidemment pas les vagues migratoires ou les arrivées récentes qui sont pour partie le fait de personnes en besoin de protection internationale. Ce qui est important de noter, c'est que cette situation n'est pas expliquée par des conditions d'insertion plus défavorables pour les réfugiés comparés aux autres groupes. En fait, dans le cas de la France, comme vous le voyez dans ce graphique, alors là, c'est plus les primo-arrivants, c'est l'ensemble des résidents. On compare les réfugiés aux autres migrants non européens. Et ce qu'on peut constater, c'est que finalement, le taux d'emploi des deux groupes est à peu près similaire dans le cas de la France, alors que dans d'autres pays, les écarts sont plus importants. En France, les écarts sont faibles entre les migrants familiaux et les migrants familiaux, notamment, encore une fois, qui composent près des 2/3 des flux dans le cas de la France, rencontrant en réalité des difficultés comparables, voire plus importantes, pour s'insérer sur le marché du travail. L'intégration est un processus long, et donc il faut faire attention, évidemment, quand on compare à un instant donné du temps la situation entre des pays et entre des groupes. Mais il faut savoir que c'est un processus effectivement très long, et tel qu'on peut le montrer sur ce graphique, il faut compter en moyenne 5 à 10 ans selon les pays pour que la moitié des migrants humanitaires, des réfugiés ou des migrants familiaux soient en emploi, et jusqu'à 20 ans, 15 à 20 ans selon les pays, pour qu'ils atteignent le même niveau de taux d'emploi en moyenne que les résidents du pays dans lequel ils s'installent.
Même si une majorité de personnes nées à l'étranger, toutes durées confondues, sont employées, en 2017 en France, c'est environ 55% des immigrés qui sont en emploi. Leur taux d'emploi est inférieur de 10 points de pourcentage à celui observé pour les personnes nées en France. Et pour les femmes, cet écart atteint même 15 points de pourcentage, 48% de taux d'emploi en moyenne pour les femmes immigrées, comparé à 63% pour les femmes nées en France. Plus inquiétant encore, peut-être, on observe partout une augmentation du niveau de qualification des immigrés. Entre 2001 et 2011, le nombre total d'immigrés diplômés du supérieur a doublé dans les pays de l'OCDE. Il a augmenté de 60% en France. C'est un phénomène, disons, lourd, qui s'explique par divers facteurs, on pourra y revenir. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en moyenne, dans les pays de l'OCDE, parmi ces immigrés diplômés du supérieur, 1 sur 2 est soit au chômage, soit inactif, soit déclassé dans son emploi. Et la France ne fait pas plus mal, mais elle ne fait pas mieux que la moyenne de l'OCDE dans ce domaine. Dans ce contexte, les difficultés sont même susceptibles de se transmettre entre les générations, et ce d'autant plus que l'école ne parvient pas à rétablir formellement l'égalité des chances. En France, ce sont près de 1 million, en fait c'est plus que 1 million, c'est 1 100 000 jeunes âgés de 15 à 34 ans qui sont soit nés à l'étranger, soit qui ont un de leurs deux parents qui est né à l'étranger et qui sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation. Ça représente à peu près 40% du groupe en question. Si les filles d'origine immigrée réussissent relativement bien à l'école, il y a un certain nombre de travaux qui montrent ça, ce n'est pas nécessairement le cas pour les garçons, dont une part importante sort de l'école sans diplôme. Le constat général en matière d'intégration est donc plutôt préoccupant. Mais évidemment, il s'explique. Les immigrés arrivent dans les pays d'accueil souvent avec une grande motivation et une volonté de réussir, mais aussi avec un certain nombre de handicaps à surmonter, parce qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement la langue du pays d'accueil, parce que leurs compétences et leurs diplômes ne sont pas toujours reconnus ou transférables d'un pays à l'autre, parce qu'ils ont peu de capital financier, peu de capital social. Ils n'ont pas, par exemple, un réseau de connaissances qui leur permettrait de trouver facilement un premier emploi, même si la diaspora peut, dans certains cas, jouer un rôle. Ils ont une connaissance plus faible du marché du travail, du fonctionnement du système scolaire, etc. Et parce qu'ils se concentrent aussi, et c'est une généralité dans tous les pays de l'OCDE, en tout cas au moment où ils arrivent sur le territoire, dans des zones géographiques et des bassins d'emploi qui sont souvent défavorisés. Donc ça veut dire que sans des politiques publiques proactives, ciblées et convenablement dotées, le processus d'intégration est nécessairement ralenti, voire inhibé. C'est ce qui se passe en France, où les déficiences des politiques d'accueil sont patentes et avérées. Les politiques d'accueil et d'intégration mises en place dans les pays de l'OCDE s'orientent généralement selon 5 axes principaux. Le premier, c'est l'apprentissage de la langue. Le second, c'est l'information sur les droits et les devoirs, et plus généralement sur le fonctionnement de la société et des institutions. Le troisième, c'est la valorisation et le développement des compétences. Quatrième, c'est l'accompagnement dans l'accès au marché du travail, le logement, évidemment, et la lutte contre les discriminations. En fait, ça fait 6. L'OCDE a récemment publié des recommandations, notamment pour faciliter l'intégration des migrants familiaux et des réfugiés, basées sur une série d'exemples concrets mis en œuvre avec succès dans certains pays. Il s'agit notamment de donner accès au marché du travail et aux services d'intégration le plus tôt possible, et notamment aux demandeurs d'asile dont la demande a une forte probabilité d'être acceptée. En tout cas, c'est une des recommandations de l'OCDE. En France, les demandeurs d'asile doivent attendre 9 mois pour accéder au marché du travail, à moins évidemment que leur dossier soit traité dans ce délai. Ce qui correspond à la période d'attente la plus importante dans les pays européens. En fait, c'est au maximum de ce que le droit européen autorise. Et très peu d'autorisations sont même octroyées au-delà de cette période. Deuxièmement, on préconise de prendre en compte les perspectives en matière d'emploi dans les politiques de relocalisation sur le territoire et de promouvoir l'accès universel aux services d'intégration.
ce qu'on a pu constater, notamment avec l'accueil de demandeurs d'asile et de réfugiés, c'est effectivement cette volonté dans tous les pays de l'OCDE de mieux distribuer les primo-arrivants qui rentrent dans ce cadre. Et ça fait sens parce qu'évidemment, on veut éviter des effets de concentration et on veut un partage de l'effort au niveau de l'ensemble du territoire. Ça ne peut fonctionner que si derrière, évidemment, les services d'intégration dont on parle sont aussi disponibles sur l'entièreté de ce territoire. Troisièmement, il faut tenir compte de la diversité croissante des migrants, demandeurs d'asile, migrants familiaux et autres, et concevoir des approches sur mesure, notamment en ce qui concerne les cours de langue. Évidemment, c'est un point important. En France, les signataires du contrat d'intégration républicaine reçoivent pour l'instant, ça va peut-être changer, 2 fois 6 heures de formation civique et jusqu'à 200 heures de cours de langue pour atteindre le niveau A1. Niveau A1 qui permet de répondre à des questions concernant, par exemple, la nationalité, l'âge, son état civil, sa profession, etc. Donc relativement basique. Actuellement, je me ferai corriger par les autres intervenants si ce n'est pas le cas, 40 millions d'euros, à ma connaissance, sont consacrés. 56 millions d'euros, voilà, sont consacrés à ce programme. Évidemment, comparaison n'est pas raison, parce qu'on ne parle pas forcément des mêmes effectifs, mais en Allemagne, les immigrés bénéficient généralement de 600 heures de cours de langue, pas 200, plus 100 heures d'instruction civique. Et les investissements en matière d'intégration se chiffrent non pas en millions d'euros, mais en milliards. Quatrièmement, on suggère de recenser et d'évaluer les diplômes, l'expérience professionnelle et les compétences acquis à l'étranger. Là aussi, un des maillons faibles de la politique d'intégration dans de nombreux pays de l'OCDE, dont la France. Les signataires du contrat d'intégration républicaine ne bénéficient plus de bilan de compétences depuis 2016. Encore une fois, peut-être quelque chose qui va changer. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, on ne prend pas le temps d'évaluer ses compétences, de voir quelles compétences complémentaires seraient nécessaires pour éventuellement orienter cette personne vers des formations complémentaires et vers un marché du travail qui correspondrait à son expérience professionnelle antérieure. Il y a un réseau qui existe à travers de toute l'Europe, qui s'appelle ENIC-NARIC, qui peut en théorie fournir des attestations et des diplômes de compétences, mais en toute honnêteté, il n'a pas les moyens de sa mission, il se concentre sur les étudiants étrangers. Et ces services sont très peu connus. En pratique, aucun appui n'est concrètement aujourd'hui apporté en France aux immigrés pour mieux valoriser leurs compétences, alors que dans de nombreux pays, c'est un objectif prioritaire des politiques publiques d'intégration. On peut citer beaucoup de pays où c'est le cas, le Canada, la Suède, la Norvège, etc. Cinquième recommandation, encore une fois pas spécialement sur la France, pour l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est de s'appuyer de façon plus importante sur la société civile et sur les partenaires sociaux. On a mené à l'OCDE une série de consultations auprès des employeurs dans une dizaine de pays de l'OCDE. On les a écoutés, quelles étaient leurs problématiques, quelles étaient les conditions dans lesquelles ils pourraient éventuellement considérer d'embaucher notamment des réfugiés et des demandeurs d'asile ayant le droit de travailler. Et ce qu'il apparaît, c'est des choses assez basiques, en fait, que les questions d'accès à l'information, d'incertitude administrative quant à au droit d'accès au marché du travail. Et puis la question de l'appui dans la durée, c'est-à-dire pas simplement au moment du recrutement, mais plus durablement, une fois que la personne a été embauchée, bloque une grande partie de ces recrutements. Il y a d'autres questions qui se posent, notamment en termes de mise en adéquation, c'est-à-dire d'accès à l'information. Où sont les offres d'emploi, où sont les compétences et comment on peut faire se relier les deux. Ces questions sont relativement faciles à traiter. Et force est de constater qu'en France, la voix des employeurs reste pourtant relativement inaudible sur ces questions d'intégration, alors que même on peut penser qu'ils ont un rôle central à y jouer. Sixième point, faciliter l'entrepreneuriat et le développement de l'activité individuelle. Septième, mes trois derniers points dans cette série concernent plutôt les migrants familiaux, aussi une série de recommandations générales, pas du tout spécifiques à la France. Encourager le regroupement familial rapide
notamment pour les familles avec des jeunes enfants. Ça fait une grande différence en termes de résultats scolaires des enfants. Fournir une préparation avant l'arrivée, une information complète dans la durée, une fois sur le territoire. Et en ce qui concerne les migrants familiaux, encore une fois une catégorie qui est très importante dans le cas de la France, éviter les risques d'isolement, notamment en s'appuyant sur les autorités locales et la société civile pour éviter que les membres de famille qui rejoignent donc leur conjoint se retrouvent isolés dans le milieu familial et avec peu d'accès finalement aux services publics généraux ou spécifiques qui peuvent être offerts. Sur tous ces points, là encore, les dispositifs des politiques publiques dans bien des pays européens, et notamment en France, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et ça explique une grande partie des résultats qu'on a pu observer précédemment. La bonne nouvelle, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que avec l'arrivée massive des réfugiés, et peut-être paradoxalement, en Europe et dans de nombreux pays, on a vu des changements profonds dans les politiques d'intégration ces dernières années. La France, aujourd'hui, tente d'amorcer ce virage avec une mission parlementaire dont les résultats doivent être rendus publics dans 2 jours, c'est ça, très prochainement, et aussi la nomination d'un délégué interministériel à l'intégration. La question, évidemment, des moyens et plus fondamentalement celle du périmètre de ces interventions reste toutefois cruciale et sera scrutée avec beaucoup d'attention. Les changements les plus notables qui sont apparus récemment en Europe en matière de politique d'intégration concernent 3 groupes de pays. Et c'est important de comprendre quels sont les pays qui ont été les plus actifs en matière d'intégration, de changement de leur politique d'intégration récemment et pourquoi. Parce que vous allez voir, c'est des contextes qui sont assez différents. Le premier groupe de pays inclut des pays qui recevaient très peu de migrants ou de demandeurs d'asile et qui ont été soudainement confrontés à des arrivées importantes. C'est le cas par exemple de la Finlande, où le nombre de demandeurs d'asile a décuplé entre 2014 et 2015. Habituellement, la Finlande a environ entre 2 et 3 000 demandes d'asile par an. Ce n'est pas un grand pays d'immigration, la Finlande, contrairement à ses voisins, notamment la Suède et plus récemment la Norvège. Et de 3 000, ils sont passés à 30 000 demandes d'asile en une seule année. Donc évidemment, il a fallu mettre en place, adapter tout un dispositif qui n'existait pas auparavant. Le second groupe de pays concerne à l'inverse des pays qui avaient des politiques d'intégration bien établies, mais qui n'ont pas pu maintenir leurs pratiques en raison de l'afflux exceptionnel de réfugiés qui a été observé en 2015-2016. Les contraintes opérationnelles et financières ont alors été à l'origine des changements de politique d'intégration. Un cas typique, c'est celui de la Suède. La Suède qui a des standards, probablement les standards de l'OCDE qui sont le plus élevés en matière de politique d'intégration, mais qui ne pouvait plus maintenir ces standards face à l'arrivée massive des réfugiés en 2016, 1,7 équivalent à 1,7% de la population de la Suède en 2015-2016. Dans un troisième groupe de pays, la crise des réfugiés a contribué à redéfinir les priorités en matière de politique publique d'intégration. C'est le cas par exemple de l'Allemagne, qui avait déjà une politique d'intégration qui peut-être nécessitait d'être, réévaluée dans un certain nombre de domaines. Et donc, cette arrivée massive de réfugiés a changé l'ordre des priorités et a amené l'Allemagne à prendre des décisions extrêmement importantes en matière d'intégration, notamment à adopter pour la première fois une loi sur l'intégration. Et elle consacre aujourd'hui des ressources considérables au niveau national, local, évidemment des Länder entre les deux, pour accueillir et intégrer les immigrés. Mais on aura une présentation qui sera bien plus détaillée sur le cas de l'Allemagne, donc je ne m'y arrête pas. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quelles sont la nature de ces changements en matière de politique d'intégration dans les pays européens notamment. Et ils peuvent se résumer, en tout cas de mon point de vue, en 3 mots-clés. Et c'est autour de ces mots-clés que je vais terminer ma présentation. L'innovation, la mobilisation et la numérisation. L'innovation, parce qu'on a vu des innovations en matière de politique publique concernant un large éventail de domaines, mais qui sont particulièrement remarquables en ce qui concerne la reconnaissance et l'évaluation des compétences acquises à l'étranger. Un exemple typique, alors je suis désolé, je cite beaucoup l'Allemagne, mais bon, voilà, c'est pas par biais, hein, c'est un état de fait. Donc l'Allemagne qui a mis en œuvre des tests en ligne pour évaluer les compétences professionnelles et techniques dans plus d'une dizaine de professions.
On peut aussi mentionner le programme Fast Track en Suède ou en Norvège, qui s'est inspiré du programme suédois, mais ils ont appelé Turbo Programme. Et puis au niveau européen, notamment l'EU Skills Profiling Tool for Third Country Nationals, c'est-à-dire un instrument pour évaluer les compétences des ressortissants de pays tiers, qui va donc au-delà de la question des réfugiés, qui est mis en place au niveau européen. Beaucoup d'innovations, beaucoup de tests en ce qui concerne l'évaluation et la reconnaissance des qualifications. D'autres pays peuvent être mentionnés, l'Autriche, l'Irlande, beaucoup d'autres pays peuvent être mentionnés dans ce domaine. Deuxième mot-clé, la mobilisation. La crise des réfugiés a indiscutablement été marquée par une mobilisation importante de tout un tas de parties prenantes, commencer par le secteur associatif, dans certains pays par les employeurs, par les institutions de formation au sens large, les universités, les institutions de formation professionnelle, l'AFPA dans le cas de la France par exemple, les autorités locales et notamment les municipalités, à l'image peut-être aussi de la discussion qu'on a aujourd'hui sur cette question des migrations. En Allemagne, on estime que 10% de la population a participé personnellement, d'une façon ou d'une autre, à l'accueil des réfugiés. Pas juste en donnant de l'argent, en faisant des actions concrètes. Les employeurs sont également très mobilisés, notamment les chambres de commerce. Et quand on les interroge, parmi ceux qui ont embauché des réfugiés, des demandeurs d'asile, soit dans l'apprentissage, soit comme employés, 40% ont recruté des réfugiés parce 40% l'ont fait par l'intermédiaire de la société civile. C'est-à-dire que c'est plutôt le secteur associatif qui a présenté des gens. Et donc une implication extrêmement importante et très concrète. L'approche globale, en anglais « whole of the society approach », de l'ensemble de la société, a été le maître mot dans la politique d'accueil allemande et continue de l'être, mais caractérise également le cas du Canada et de la Suède. Reste à savoir évidemment si cette dynamique perdurera, notamment face au constat que l'intégration prend plus de temps peut-être que les personnes qui ont participé à cet effort pouvaient l'imaginer initialement, à l'image du graphique que j'ai montré précédemment. Et puis aussi, reste à savoir si cette dynamique positive peut se développer ou perdurer dans d'autres pays et dans d'autres contextes. Troisième, dernier mot-clé, c'est celui de la numérisation. Les progrès technologiques, mais surtout l'implication des jeunes qui maîtrisent ces nouvelles technologies dans l'accueil des réfugiés s'est traduit partout en Europe, y compris en France. Et on a vu une multiplication d'applications mobiles pour l'apprentissage de la langue, l'évaluation des compétences, l'accès à l'information, l'adéquation entre l'offre et la demande de travail. Vraiment, il se passe beaucoup de choses de ce côté-là. Mais c'est probablement en matière de logement que les initiatives ont été les plus nombreuses, et on peut citer beaucoup de projets. Le projet Refugee Welcome dans 12 pays européens, le projet Calm par Singa en France, le projet Refugee at Home au Royaume-Uni, Take Care Airbnb aux Pays-Bas, Airbnb Open Homes Initiative également, et au niveau européen, dans d'autres domaines. Par exemple, le développement de cours en ligne pour l'apprentissage de la langue dans le cadre du programme Erasmus+, ou l'initiative Science for Refugees. Et puis aussi, un certain nombre de réseaux sociaux ont essayé de mobiliser leurs membres, LinkedIn autour de l'emploi et Facebook autour de l'accès à Internet, pas seulement dans les pays de l'OCDE, mais aussi dans les pays proches de la Syrie. Donc une grande mobilisation et une utilisation innovante des nouvelles technologies. Mais il est peut-être encore un peu tôt pour faire le bilan de ces initiatives, dont il faut évaluer l'impact en termes de coûts et d'efficacité. Mais indubitablement, elle crée les conditions pour le développement de nouveaux modèles d'intervention basés sur des nouvelles technologies, donc qui sont susceptibles d'être meilleurs marchés, mais aussi d'aider à mieux mailler le territoire, une des questions que je soulevais tout à l'heure. Donc pour conclure, je voudrais insister sur le tournant crucial auquel se trouve un grand nombre de pays de l'OCDE en matière d'intégration, et notamment la France. Les défis liés à la crise des réfugiés ne doivent pas être sous-estimés, mais ils contribuent également à susciter une prise de conscience collective sur la nécessité de renforcer les politiques publiques en la matière d'accueil et d'intégration en général.
En France, l'enjeu est particulièrement important, mais va au-delà de celui des réfugiés, et même au-delà de l'accueil des primo-arrivants. Répondre à ce défi requiert une approche globale qui vise à améliorer l'inclusion, l'intégration des immigrés récents, de ceux arrivés dans les décennies passées, mais également de leurs enfants. Deuxièmement, cela requiert une approche collective et donc interministérielle, mais au-delà, qui implique toutes les forces vives de la nation et notamment les employeurs. Sans cette mobilisation générale, qui peut s'inspirer des autres pays européens, non seulement les communautés d'accueil ne pourront pas pleinement tirer profit des compétences des nouveaux arrivants, mais on risque de voir perdurer un débat public sur l'immigration, en général basé sur les a priori et les peurs, et paralysant jusqu'à l'action publique là où elle est la plus nécessaire. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, la parole est à la salle, au collège. Première question au fond, là-bas. Ouais, attendez le micro parce qu'on ne vous entend pas. Oui, une question. Votre première diapo chiffre à 12% le nombre des immigrés en France. Je voudrais savoir si ce chiffre intègre les personnes nées en France, mais dont les parents sont immigrés. Parce que je crois que c'est ce chiffre total qui influence la perception. Alors, la réponse est non. C'est simplement les gens qui sont nés à l'étranger. Mais ça inclut les gens qui sont nés français à l'étranger. Donc, ce n'est pas la définition de l'INSEE. La définition de l'INSEE pour un immigré, c'est les gens qui sont nés étrangers à l'étranger. Donc, n'incluant pas les fameux expatriés qui auraient eu des enfants à l'étranger, mais aussi les fameux rapatriés qui ont pu naître français à l'étranger. Donc ce 12% les inclut pour une comparaison internationale, mais n'inclut pas leurs enfants. Quand on prend en compte, effectivement, c'est une bonne remarque, quand on prend en compte les gens qui sont nés à l'étranger et les gens qui sont nés en France d'au moins un parent étranger, on est effectivement assez proche des 26%. On est à 27% qui correspondent à la perception qui est reflétée dans les sondages. Alors est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux ou pas, je ne sais pas, mais effectivement c'est l'ordre de grandeur. Et du coup, la France n'est plus, disons, en dessous de la moyenne des pays européens et de l'OCDE. Si on prend en compte les enfants d'immigrés, elle est au-dessus. Alors, ici. Merci, monsieur. L'Allemagne a-t-elle apuré sa dette de guerre ou ce qui pourrait expliquer cette frénésie d'accueil et cette possibilité d'accueil que nous n'avons pas? Merci. Alors, je ne sais pas s'il faut relier ça à la dette de guerre, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que une grande partie de la dynamique migratoire qu'on observe en Europe et dans les pays de l'OCDE est effectivement tirée par l'Allemagne. En Allemagne, la croissance de l'immigration ne date absolument pas de la, entre guillemets, crise des réfugiés. L'Allemagne a accueilli un nombre très important d'immigrants au cours des dernières décennies, évidemment dans le conflit yougoslave, dont une partie sont repartis dans leur pays d'origine. À la chute du mur, avec près de 3 millions de personnes d'origine allemande, à Aushidler, se passe à Aushidler. Et puis, après ça, après la crise financière de 2007-2008, énormément d'Européens, l'Allemagne avait atteint le chiffre de 500 000 immigrants permanents avant l'afflux de gens en provenance de Syrie et d'autres pays. Donc le double de la France, alors qu'avant la crise financière, les deux pays étaient à peu près au même niveau. Donc il y a une augmentation très forte de l'immigration en Allemagne,
qui n'a rien à voir avec, disons, cette crise des réfugiés. Et en fait, c'est plutôt à l'inverse qu'il faut regarder les choses. C'est plutôt parce que l'Allemagne allait bien et avait cette capacité d'accueil qu'un certain nombre de gens se sont dirigés vers l'Allemagne en arrivant en Europe. Donc, évidemment, il y a une situation démographique particulière, il y a une situation économique qui est favorable, mais il y a aussi un élément supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi une tradition d'accueil des réfugiés en Allemagne qui s'explique par des raisons diverses, y compris historiques, mais pas que. Et donc, c'est dans ce contexte global qu'il faut voir l'immigration vers l'Allemagne. C'est un pays qui s'est déclaré il y a quelques années comme pays d'immigration. Il a mis un peu de temps à le faire, mais qui se reconnaît comme un pays d'immigration et qui se donne les moyens aujourd'hui de l'intégration. Mais même s'il y a beaucoup de difficultés, je ne veux pas trop empiéter sur la présentation qui aura lieu tout à l'heure, plus spécifique sur l'Allemagne. Régis Debray, premier rang. Oui, monsieur le directeur, ma curiosité est un peu décalée. Elle porte sur la fonction sociale et pratique de l'OCDE. Vous dites, nous préconisons, nous recommandons. Quelle capacité d'influence ont vos travaux et les résultats de ces travaux sur les divers gouvernements, les divers États membres de l'OCDE? Et par ailleurs, quel rapport entretenez-vous avec les travaux de l'ONU et de l'Union européenne? Autrement dit, expliquez-nous un peu à quoi sert l'OCDE. Alors, on ne va pas faire la longue histoire, on va faire l'histoire courte. Mais l'histoire courte, l'OCDE, en fait, c'est une sorte de forum où les pays peuvent échanger sur quasiment tous les domaines possibles, sauf les domaines régaliens, sur lesquels on n'a pas de mandat. Mais ça va de l'agriculture au tourisme, en passant par l'éducation, les sciences, technologies, la santé, le marché du travail, le commerce, etc. Donc, dont les migrations. Et donc, il y a concrètement ce qu'on appelle un groupe de travail à l'OCDE, où des représentants de tous les pays, des ministères, viennent et discutent de leur politique publique. Et ces pays demandent au secrétariat de l'OCDE de faire un certain nombre de travaux plus approfondis sur des thèmes particuliers, qui peuvent être comparatifs, en général le sont le plus souvent, c'est la valeur ajoutée de l'OCDE d'apporter cette dimension internationale et comparative, mais qui peuvent être aussi spécifiques pour certains pays. On a mené en 2009 une étude sur l'intégration en France, à la demande du gouvernement français. Malheureusement, c'était entre deux gouvernements, donc elle n'a pas été utilisée par celui qui l'a commandité, elle était assez bien enterrée par celui qui l'a reçue. Mais elle existe, et je vous encourage à le lire, parce qu'à peu près tout ce que je viens de dire était déjà présent. On vient de commettre une étude, là aussi à la demande du ministère de l'Intérieur, sur l'immigration de travail en France, donc rien à voir avec ce dont j'ai parlé, mais qui fait un certain nombre de recommandations. Et donc, après, loisir au pays d'utiliser ça parmi d'autres informations dont ils peuvent disposer. Mais voilà, on espère que l'évaluation indépendante, comparative, que l'OCDE peut produire en termes de politique publique peut informer et éclairer les débats publics dans nos pays membres d'une façon un petit peu différente et nouvelle. Sur l'intégration, c'est un travail de longue haleine avec certains pays, c'est vrai. Alors, ici, au fond, devant, voilà. Bonjour, j'avais quelques questions à propos des capacités financières et des capacités économiques à la France à pouvoir accueillir matériellement, je parle dans le sens matériel, donc les primo-arrivants. Sachant que oui, c'est un reproche qui revient souvent. Oui, la France n'a pas les capacités d'accueillir les migrants. Sachant que j'imagine que les moyens
qu'on met pour appliquer une politique restrictive pourrait être alloué autrement. Oui, étant donné que ces politiques restrictives sont souvent inefficaces et que voilà, c'est des ressources qui sont gaspillées, qui pourraient être, je pense, allouées à l'accueil des primo-arrivants qui ont le droit de s'établir en France. Et enfin, ma deuxième question concerne donc la répartition des primo-arrivants. N'est-elle pas vouée à l'échec quand on sait que les primo-arrivants souvent voudront rejoindre des villes ou des communes où ils ont déjà des attaches ou des liens personnels, c'est-à-dire quelques membres de la famille, des amis ou quoi. Voilà. Alors, sur la première question, il y a déjà un préambule, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé de politique restrictive et je ne pense pas que ça soit pertinent dans le cas de la France de parler de politique restrictive. Donc c'est un autre débat. La question sur laquelle je me suis concentré, c'est vraiment sur les conditions d'accueil et d'intégration. C'est la question qui m'était posée. Et dans ce domaine, effectivement, force est de constater que même s'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain, des villes, des associations, des institutions qui jouent un rôle, disons, important de soutien, il manque un pilotage, il manque des moyens. Est-ce que c'est coûteux ? En fait, c'est pas tout à fait la bonne question. La bonne question, c'est est-ce qu'on a le choix ? Parce que, comme je l'ai indiqué, la majorité des migrants, et je pense que François Héran a déjà évoqué le chiffre de 80% des migrants en France qui sont en fait basés sur le droit. Hein. Donc la plupart des migrants qui arrivent en France le font dans le cadre d'un droit. Y compris ceux qui sont reconnus comme réfugiés. Ça fait partie des conventions internationales que le pays a signées. Donc les gens sont là, ils viendront, ils sont là. Donc qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Quel est le coût de ne rien faire ? Et donc, effectivement, ça a un coût d'intégrer convenablement les gens qui arrivent. Ils ont besoin qu'on leur mette le pied à l'étrier. Ils ont beaucoup de choses à partager, beaucoup de compétences. Il faut savoir capitaliser sur ces compétences. Ça a un coût. C'est un investissement, comme c'est un investissement d'envoyer un enfant à l'école jusqu'à ce que cet enfant devienne adulte et puisse intégrer le marché du travail et contribuer. Donc il faut voir ça dans cette logique-là. L'intégration, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et si c'est bien fait, cet investissement est rentable. Je vais vous citer un chiffre. En France, si les immigrés, par âge, par niveau d'éducation et par sexe, avaient le même taux d'emploi que les natifs, eh ben, on gagnerait 0,6% de PIB en recettes fiscales par année. Donc, si jamais on a des politiques publiques qui permettent de réduire cet écart à cette échéance-là, au moins ça, voilà, on sait qu'on va s'y retrouver. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir cette question-là. Évidemment, c'est coûteux. Et évidemment, quand on est dans le cas de la Finlande, où il faut construire des infrastructures qu'on n'avait pas, ou dans le cas de l'Allemagne, où il faut accueillir soudainement quasiment 1 million de personnes qui effectivement ont beaucoup de besoins, notamment en termes de cours de langue, mais aussi par exemple en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à la santé. Évidemment, c'est coûteux. Mais si c'est bien fait, encore une fois, ça rapporte aussi. Alors, ici, et ça sera sans doute la dernière question parce qu'on doit passer à midi à Pierre-Henri, si on veut être dans le temps. Je suis le maître de l'horloge et... Bonjour, merci beaucoup. J'ai été très choquée d'apprendre qu'il n'y avait pas de bilan de compétences pour les immigrés. Je trouve que l'emploi est déjà la priorité pour cette politique d'intégration. Je voulais savoir si vous pouviez nous dire s'il y avait des différences notables dans le coût de l'emploi pour les entreprises en France et dans les autres pays européens. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. En termes de productivité, la France est plutôt bien placée et même mieux placée que l'Allemagne. Donc si on prend le coût de ce point de vue-là,
c'est plutôt à la faveur de la France. Si on prend le coût en termes de charges sociales et de coût du travail, évidemment, c'est un autre classement. La question qui se pose là, c'est qu'on a des gens effectivement qui arrivent avec un certain nombre de compétences. Ces compétences ne sont pas nécessairement transférables. Parce que d'avoir appris, prenons un métier simple, un métier universel, un métier de mécanicien auto. Mécanicien auto dans un pays en développement, c'est pas exactement le même métier que mécanicien auto aujourd'hui avec des voitures qui sont bardées d'électronique et où les normes de sécurité sont éventuellement différentes, où les exigences des clients sont différentes, etc. Donc il y a nécessité de prendre ces compétences. On a deux choix. Soit on prend ces compétences, on les oublie et on essaye de trouver très rapidement le premier emploi qui convient, soit on essaye de faire le bilan de ces compétences, de se dire qu'est-ce que ça prendrait pour que ces compétences deviennent transférables. Donc ça nécessite une évaluation, ça nécessite des cours passerelles, ça nécessite toute une infrastructure d'une certaine manière, mais qui peut s'appuyer sur l'infrastructure existante. Il ne s'agit pas nécessairement d'aller inventer des nouveaux dispositifs, des nouvelles institutions, mais de faire les passerelles, de faire les ponts. À ce moment-là, évidemment, on aura un effet qui sera très différent, peut-être à court terme, disons un bénéfice qui sera moindre, mais évidemment un bénéfice à long terme qui sera bien plus important. Donc il y a la question des cours de langue, et donc là on voit bien aussi la nécessité d'apprendre rapidement la langue. Pour les réfugiés en Europe, donc ce n'est pas des statistiques françaises, c'est la moyenne pour l'Europe, entre quelqu'un qui maîtrise peu la langue du pays d'accueil et quelqu'un qui la maîtrise plus ou moins, donc pas parfaitement, il y a 35 points de pourcentage de différence en termes de taux d'emploi. Donc juste faire ce petit saut là, ça donne 35 points de pourcentage en termes de taux d'emploi de plus. Donc évidemment, il faut apprendre la langue, mais ce que montrent un certain nombre de travaux qu'on a menés dans d'autres pays, en Suède et ailleurs, c'est que le plus efficace, c'est de faire cet apprentissage de la langue en même temps que l'emploi. C'est-à-dire de le faire dans le même moment et éventuellement même sur le même lieu. De combiner apprentissage de la langue et de l'emploi, voire de combiner apprentissage de la langue professionnelle et emploi. C'est ça qui marche le mieux. Merci beaucoup Jean-Christophe Dumont. On aura l'occasion de débattre encore avec vous dans le cours de la journée, ainsi qu'avec les autres intervenants. J'appelle tout de suite Pierre-Henri. Merci beaucoup. Pierre-Henri, qui est directeur général de l'association France Terre d'Asile, qui a fait paraître en 2016 Le chaos ou la fraternité aux éditions Hermann, qui est un livre qui est disponible et qui fait le point sur cette expérience autour de l'association France Terre d'Asile. À vous. Merci à Philippe Augier, à Régis Debray, à Didier Lesky de m'avoir permis d'être présent aujourd'hui pour répondre à cette question qui est réfugié. Cette question est heureuse, tant elle est piégée dans nos représentations, exilés, réfugiés, migrants, et dans les mots utilisés dans le débat public. Qui est réfugié? Une réponse simple consiste à dire est réfugié celui qui répond aux critères des conventions internationales que nous avons signées. Il est possible de répondre à cette question en statisticien, en juriste, en historien. Je n'échapperai pas dans mon intervention à faire un peu de tout cela. Mais ce qui importe, me semble-t-il, en répondant à cette question, c'est d'interroger les outils qui sont à notre disposition pour répondre en dignité aux problèmes posés par l'accueil de centaines de milliers de personnes, notamment depuis 3 ans, sur le territoire européen, d'interroger les politiques publiques nationales et européennes, imaginées pour y faire face, et pour faire face
à de multiples mobilités. La figure du réfugié, c'est une banalité que de le dire, bouscule nos sociétés et ce n'est pas nouveau. La figure du réfugié est parfois menteuse ou nous fait mentir sur notre capacité à recevoir. Elle est héroïsée dans notre imaginaire collectif par quelques grandes figures, Hugo, Chopin, Arendt, Albright, et bien d'autres d'une célébrité plus récente. Mais les visages anonymes, lorsqu'ils se déplacent en masse, fussent-ils réfugiés, effraient. Et dès lors, la tentation est grande de les dérober à nos regards. À Calais, un Soudanais est un réfugié pour les uns, un demandeur d'asile pour les autres, un exilé, un migrant. Il n'est plus tout à fait un banni ou un proscrit d'une autre époque, mais il n'est pas toujours le bienvenu. Alors aujourd'hui, avec la montée des extrémismes, des revendications identitaires, des mouvements nationalistes, il importe de reposer la question de la place du réfugié dans nos sociétés présentes et à venir, car il s'agit de déterminer aussi, dans une large mesure, la législation qui va le concerner et interroger, bien entendu, notre humanité et notre devoir d'hospitalité qui ne saurait être aveugle. Chaque année, le Haut Commissariat aux réfugiés publie des chiffres sur la situation des migrants et des réfugiés dans le monde. Si ces deux populations sont souvent confondues, il existe pourtant des différences légales entre l'une et l'autre. Au total, les réfugiés représentent 22,6 millions de personnes dans le monde, soit moins de 0,3% de la population mondiale. Un quart d'entre eux sont des Syriens. La moitié d'entre eux auraient moins de 18 ans. Et c'est donc cette infime partie des 22 millions de réfugiés qui viennent aujourd'hui interroger nos sociétés et qui nous font parler de crise migratoire. Alors, où se trouvent les réfugiés qui sont les réfugiés dans le monde aujourd'hui? Je vous ai mis là un tableau qui retrace les 5 nationalités qui sont aujourd'hui accueillies dans divers pays du monde. Je n'insiste pas sur la Syrie, tout le monde connaît la crise syrienne, l'Afghanistan, on connaît peut-être moins la question qui agite le Soudan du Sud et l'autre Soudan. Je rappelle que le Darfour, tout à l'heure, l'un des intervenants en a parlé, est la zone frontalière qui cristallise les conflits. Le Darfour est divisé depuis 2012 en 5 régions, le Darfour central, le Darfour du Nord, le Darfour du Sud, le Darfour occidental et le Darfour oriental. Et cette région est depuis 2003 le théâtre d'un conflit entre rebelles et armées gouvernementales qui a provoqué une grave crise humanitaire. Et la crise du Darfour a fait l'objet de 22 résolutions de l'ONU et de 3 résolutions du Parlement européen avec des effets limités. Je rappelle que Omar el-Béchir fait l'objet depuis le 14 juillet 2008 d'un mandat d'arrêt à charge de la part du procureur de la Cour pénale internationale. Alors, à partir de là, où se trouvent les réfugiés dans le monde? Eh bien, vous voyez que les pays de premier accueil des réfugiés sont d'abord des pays qui se trouvent en proximité des zones de conflit. La Turquie est l'un des pays qui accueille le plus de réfugiés au monde aujourd'hui, et notamment de réfugiés syriens. Pakistan et Iran accueillent beaucoup de personnes en provenance d'Afghanistan et le reste suit. Et je vous ai mis ici une autre slide
pour vous montrer aussi le décalage qui existe en France dans l'accueil des populations réfugiées. Vous avez vu quelles étaient les principales nationalités accueillies dans le monde. Et voici, au 31/12/2016, les personnes qui ont le statut de réfugié. Alors, évidemment, il y a là les traces de l'histoire et de différents accueils, notamment, je pense, au Cambodge et au Vietnam, qui sont la trace, évidemment, des accueils des années 1975 à 1984. Donc l'ensemble des réfugiés sont des migrants, mais tous les migrants, nous l'avons bien compris, ne sont pas des réfugiés. Les migrants sont définis par l'ONU comme des personnes nées dans un pays et vivant dans un autre pour une durée d'au moins 1 an. Les réfugiés s'inscrivent donc dans un mouvement global de migration qui représente environ 240 millions d'individus, soit 3% de la population mondiale. Et d'ailleurs, dans ces 240 millions d'individus qui migrent, vous avez quasiment 2 parts égales entre les migrations nord-sud et les migrations sud-sud, qui représentent chacune environ 80 millions. Alors, si je dis tout cela, c'est tout simplement pour rappeler tout de même que la règle générale sur cette planète est plutôt la sédentarité, non pas la migration, et que, d'autre part, quand les migrations se déroulent, elles se déroulent toujours en proximité des zones de conflit. Et c'est donc cette infime partie de la migration qui a tant bousculé la belle idée de construction européenne, je pourrais dire la mise à nu depuis 2015, et a provoqué de nombreuses secousses au sein de nos fragiles démocraties d'opinion depuis la fin des années 90. Alors, un simple rappel, en France, on est passé d'une utilisation du terme réfugié en raison des persécutions religieuses. C'est la révocation de l'édit de Nantes, la fuite des protestants, à l'exilé politique tel que défini par la Constitution de 1793 et un peu plus tard, avec la monarchie de Juillet, à la première définition d'une politique publique d'accueil. Ce que je signifie tout simplement ici, c'est que la figure des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui aujourd'hui tentent d'échapper aux guerres civiles, aux dictatures, n'est pas tout à fait en adéquation avec les premières définitions que l'on a données dans notre Constitution, de celle de l'étranger qui doit être accueilli comme réfugié, en raison et qui est banni de sa patrie pour la cause de la liberté. Vous voyez d'ailleurs que dans le préambule de la Constitution de 1946, il s'agit toujours de parler de tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté, à droit d'asile sur les territoire de la République. Le réfugié chimiquement pur de la fin de la décennie 60 et 70, fuyant le bloc soviétique, où les dictatures latino-américaines n'existent plus que marginalement. Je voudrais citer ici Hannah Arendt, qui disait que les réfugiés sont persécutés non plus seulement, ni même principalement, à cause de ce qu'ils ont fait, mais parce qu'ils sont nés pour toujours dans la mauvaise catégorie ethnique. Alors Arendt employait le mot de race, je l'ai remplacé par ethnique, ou de classe, ensuite parce qu'ils fuient en masse. Et puis, j'indique ici aussi que la figure du réfugié a largement été utilisée, voire instrumentalisée, dans les discours politiques pendant la période de la confrontation Est-Ouest. Je vais passer rapidement sur la construction historique du droit d'asile au cours du XXe siècle, notamment avec la création du passeport Nansen sous l'égide de la Société des Nations. Il s'agissait alors de régler le sort des réfugiés russes
et arméniens, puis des Turcs, des Chaldéens, voire des ressortissants de la SAR, lorsque celle-ci sort de l'administration de la SDN et est rattachée au Reich en 1936. Il s'agit là d'un statut juridique qui s'applique sur la base de la nationalité à des gens qui n'en ont plus. Ces accords qui étaient proposés par la SDN sont signés par un nombre limité d'États, généralement les États riverains, qui ont à accueillir les réfugiés venus des pays voisins. En gros, durant la première partie du XXe siècle, on s'intéresse à l'asile et aux réfugiés par un double aspect. Un aspect humanitaire et social, car il s'agit de secourir individuellement des personnes privées de protection. Un aspect diplomatique, puisqu'il s'agit de prendre acte des tensions entre États et d'en limiter les effets. Et la reconnaissance du droit d'asile et l'accueil des réfugiés constitue la réponse des démocraties occidentales aux déplacements forcés de population engendrés par les États totalitaires du XXe siècle. Et historiquement, c'est cela la naissance du statut international de réfugié. Et je dirais que la reconnaissance du droit d'asile s'inscrit alors dans la vision ou l'espérance d'un ordre international nouveau. On ne s'intéresse à ce sujet que lorsque l'on rêve d'un ordre politique nouveau, et cela va avec la conférence de San Francisco, la création de l'ONU et bien entendu la création de la Convention de Genève à laquelle nous nous référons et qui précise l'emploi du terme de réfugié. Le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Et en l'occurrence, la Convention de Genève fait état de persécution individuelle. Le droit s'applique individuellement aux personnes. C'est donc à partir de 1945, après la création de l'ONU, qu'on voit apparaître les premiers fondements internationaux et les premières institutions spécialisées pour s'occuper des réfugiés. Alors, je citerai rapidement l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui proclame que devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile. Ce texte préfigure, évidemment, l'adoption de la Convention de Genève, la création du HCR. Mais ce qu'il faut souligner ici, et c'est très important pour la suite, c'est que depuis son adoption, le système de Genève n'a cessé d'évoluer, et c'est très heureux, à la fois au niveau régional, avec des conventions ou des déclarations plus généreuses que la Convention elle-même, mais aussi sous l'emprise du droit européen, on va le voir, en accordant des protections complémentaires. Ces textes ont été progressivement adoptés pour répondre à des contextes régionaux particuliers ou pour permettre de donner un statut à des exilés n'entrant pas dans le champ de la Convention de Genève. Alors, la Convention de l'OUA, qui a été adoptée en 1969, est considérée comme la plus généreuse et la plus souple en matière de protection des réfugiés. Sa définition, elle donne une définition élargie du terme réfugié. Et il concerne, par exemple, les victimes d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère. Et puis, elle est plus souple d'application que la Convention de Genève afin de répondre à des déplacements à grande échelle. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la protection, elle est souvent accordée prima facie, et non pas de manière individuelle. Je vais passer très rapidement sur la déclaration de Carthagène de 1984, qui ne possède pas, elle, de caractère contraignant et reste très peu utilisée, mais démontre la forte tradition de l'asile politique en Amérique latine. Et la définition qui est celle de la déclaration de Carthagène va encore plus loin que celle de l'OUA, puisqu'elle parle, y compris de l'accès à un statut de réfugié en raison d'événements troublant gravement l'ordre public. Et ces évolutions des différentes conventions, évidemment, se retrouvent aussi au niveau européen. Vous avez un droit européen qui a évolué suite aux guerres des Balkans.
l'Union européenne a souhaité développer des formes de protection complémentaires. Par exemple, c'est ce qui a poussé l'Union européenne à l'adoption d'une directive sur la protection temporaire visant à être utilisée en cas d'afflux massif. C'était en 2001. Toutefois, cette directive de protection temporaire a un défaut, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée, ni pour les Irakiens à la fin des années 2000, ni pour les Syriens en 2015. Il y avait un mécanisme sur lequel je pourrais revenir tout à l'heure. Et en parallèle, les États membres ont souhaité harmoniser des pratiques nationales existantes avec la définition de la protection subsidiaire en 2004. Alors, la protection subsidiaire, là, vous voyez qu'on va plus loin que la Convention de Genève et il s'agit, en l'occurrence, de victimes d'atteintes graves, peine de mort, torture, traitement inhumain ou dégradant, violence aveugle en cas de conflit armé. J'ai cité ici l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme parce que si ce n'est pas un principe de protection directement, en tout cas, elle pose évidemment un problème au sens où elle est liée au principe de non-refoulement de la Convention de Genève dès lors que les personnes qui seraient éloignées des territoires européens pourraient subir des traitements inhumains et dégradants. Et donc si cela ne garantit pas une protection ou un statut, cela participe évidemment à la protection de certains exilés. Il faut aussi noter qu'au niveau national, certains pays appliquent d'autres définitions et d'autres formes de protection. C'est par exemple le cas de personnes de protection humanitaire accordées en raison de situations de santé et qui rendent les gens non expulsables. Alors, pour en revenir au cas de la France, je vous dirais que l'installation durable d'un système de protection a été favorisée par au moins 3 éléments. Entre 1954 et 1974, je vous rappelle que l'Office national de l'immigration a fait venir près de 3 millions de personnes sur le territoire national et qu'il s'agissait alors de participer à la reconstruction du pays. 2 millions au titre du travail, 1 million au titre du regroupement familial. L'immigration est facilitée et ça a une conséquence sur la demande d'asile. Vous voyez ici, en réalité, sur la période 1954-1974, vous avez en tout 110 000 demandes d'asile qui ont été présentées, c'est-à-dire 5 500 par an. La raison est très simple. De nombreux réfugiés, parce que je vous rappelle qu'il y a là, à ce moment-là un certain nombre de dictatures à nos portes, en Espagne, au Portugal, en Grèce. Eh bien, de nombreux réfugiés ne passent jamais devant l'OFPRA. Les titres de séjour pour d'autres motifs sont faciles à obtenir. C'est le cas, je viens de vous citer les différents cas. La population des demandeurs d'asile, deuxième élément, est considérée comme facilement intégrable. On disait alors assimilable. Et puis, je dirais que le monde est aussi ordonné de manière simple. Règne l'ordre de Yalta et les mouvements de population sont somme toute limités. Évidemment, tout ça va craquer à partir de 1974 avec l'arrêt de l'immigration légale, avec le prononcé de l'immigration zéro. On ferme la porte de l'immigration. Alors, il y a d'autres raisons. C'est la fin de la période d'abondance budgétaire, l'apparition d'un déficit budgétaire quasiment structurel pour les États qui les amène à compresser les dépenses d'intervention sociale. La crispation sur l'identité nationale et le rejet, depuis les années 90 des étrangers et des demandeurs d'asile, est patente. Et la demande politique, sociale est nette, les nationaux d'abord. Alors, si je dis cela, c'est que au même moment, et là, vous avez un premier graphique
qui vous montre bien l'évolution des demandes de protection internationale en France depuis 1973, avec des pics de crise qui sont ceux des années 84-89, avec un brusque accroissement des demandes, et qui va de pair aussi avec une baisse de la reconnaissance du statut de réfugié. Et ça, c'est très important. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler de détournement de procédures et de faux réfugiés, essayant de contourner les obstacles à l'immigration économique, même si la réalité est plus complexe, flux mixte, réfugiés qui ne passaient pas avant par la procédure d'asile. Autrement dit, vous fermez une porte et une autre reste à demi ouverte, eh bien, on emprunte la porte qui est restée à demi ouverte. La protection en France a aussi beaucoup évolué, tout d'abord avec une forte augmentation du taux de protection, liée notamment à la réforme de l'OFPRA. Ensuite, par la multiplication des pays d'origine des demandeurs et la complexification des situations de ces demandeurs. Pour répondre aux évolutions et profils, et suite aussi aux plaidoyers de différents groupes de pression, l'OFPRA et la CNDA ont progressivement pris en compte de nouveaux types de persécutions liées au genre, à des violences spécifiques comme l'excision, l'orientation sexuelle, les victimes de traite. Je complète le tableau précédent en vous montrant là aussi l'évolution de la demande d'asile sur les 5 dernières années et parallèlement sur le tableau du bas, l'évolution de l'octroi de la protection internationale en vous indiquant qu'il s'agit là des décisions en première instance. Et à partir du cas de la France, on peut aussi évidemment regarder ce qui se passe en Europe. En 2016, vous voyez que, et cela ne va pas vous surprendre, les Syriens ont obtenu majoritairement le statut de réfugié et ensuite ça se distribue sur un certain nombre d'autres nationalités. Je veux aussi faire un rappel ici en vous disant que c'est en 91 à Luxembourg que les États membres ont décidé d'une harmonisation des politiques d'asile qui a été confirmée 8 ans plus tard à Tampere en 1999. Nous sommes en 2018 et chacun ici sait combien cette harmonisation peine à se concrétiser tant chaque État a du mal à considérer que cette politique ne relève pas de la souveraineté nationale. Tant chaque État a tendance à se défier de son voisin dans sa capacité à respecter des standards communs en matière de protection. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les politiques observées en Europe sont assez divergentes. Je vous ai mis ici pour à la fois vous fixer votre attention sur les chiffres d'accueil en Europe et sur les principales nationalités autour de 3 pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, en 2016. Et en 2017, même si ce sont des chiffres provisoires, vous voyez là qu'il y a évidemment quelques écarts qui dépendent des routes principales d'accès à l'Union européenne. On observe donc des différences dans les nationalités accueillies, mais aussi dans les taux de reconnaissance pour une même nationalité. Vous avez ici peut-être un tableau qui parle de lui-même. Autant la question syrienne fait consensus dans les taux de reconnaissance, autant il y a des divergences, par exemple sur la question de l'Afghanistan. La moyenne dans l'Union européenne est à 57%. L'Italie accorde des protections à 97% pour les personnes venant d'Afghanistan. La France, c'est 82%.
Et vous voyez que cela peut baisser à 35% en Grande-Bretagne. Et de la même manière, vous avez des différences notables en matière de taux de reconnaissance sur l'Érythrée, voire sur le Soudan, qui, cette fois, reçoit l'approbation, si j'ose dire, de la Grande-Bretagne, ce qui explique peut-être aussi pourquoi nous retrouvons un certain nombre de Soudanais du côté de Calais. Donc, si j'insiste sur ce point, c'est que nous avons, depuis plus de 20 ans, une grande difficulté à harmoniser nos politiques d'asile en Europe. Et je voudrais pour preuve ici un autre tableau que je vais essayer de vous commenter et qui concerne la mise en œuvre de Dublin. Vous savez, Dublin, c'est ce règlement dit de responsabilité et qui fixe l'État qui doit examiner la demande d'asile, c'est-à-dire l'État de première entrée. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez un certain nombre de requêtes qui sont formulées par les différents États européens pour demander aux États de première entrée de reprendre en charge les personnes qui relèvent de la Convention de Dublin. Alors, les chiffres parlent évidemment d'eux-mêmes, mais je vais vous donner une petite précision complémentaire pour la France. 25 368 requêtes ont été présentées par la France en 2016. 1293 ont été acceptées. Mais je dois vous dire que, dans le même temps, les pays européens nous ont fait la même demande et que nous en avons accueilli 1253. Donc vous avez là un solde de 40 personnes. Et évidemment, un taux d'application de 5%. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a une orientation de politique publique aujourd'hui disant qu'il faut absolument appliquer Dublin et que les premiers résultats se font jour. Mais je vous indique simplement à partir de quelle base aujourd'hui le ministre de l'Intérieur indique aux parlementaires que des progrès très importants sont réalisés de plus de 100%. Oui, 100% sur une base qui est celle que je vous indique. Et donc tout cela nous interroge sur la pratique traditionnelle de l'asile qui doit être examinée individuellement. Et on peut se poser la question, est-ce que les conventions dont nous disposons sont adaptées à l'ampleur et à la nature des problèmes posés? Est-ce que, et je dis cela au moment où le phénomène de migration de masse se produit, où les États entendent contrôler de plus en plus sévèrement l'accès à leur territoire, de façon à ce qu'il y ait peu d'endroits sur Terre où les émigrants puissent aller sans tomber sous le coup de sévères restrictions. Les opinions publiques sont majoritairement de plus en plus hostiles et les gouvernements les suivent dans des démocraties d'opinion. Donc il est intéressant de s'interroger sur le réfugié, figure emblématique d'un humanisme de l'après-guerre, et sur ce qu'il est appelé à devenir au XXIe siècle. Et donc il est difficile de déterminer qui est qui au sein des migrants si notre système n'est pas vertueux et quand le migrant lui-même est rétif à s'inscrire dans un système de contraintes nationales et internationales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Système vertueux, c'est un système de premier accueil qui permet à chacun d'accéder en dignité à un lieu d'hébergement où la personne accueillie, le migrant, décline son identité, où il peut être orienté ensuite vers les dispositifs qui vont bien.
Nous ne savons pas faire ça. Nous ne savons pas le faire dans notre pays, nous ne savons pas le faire à Calais, nous ne savons pas le faire à Paris, nous ne savons pas le faire à Vintimille. Les migrants de Calais sont-ils des réfugiés? Ben oui, s'ils consentent à demander l'asile en France. Non, pas en France du moins, s'ils sont passés par un autre pays européen. Ils sont alors demandeurs d'asile, dublinés, mais ils ne sont pas réfugiés. Les migrants de Vintimille sont-ils des réfugiés? Oui, s'ils restent en Italie. Non, s'ils tentent de venir en France. Et alors, évidemment, devant ces difficultés, un certain nombre de personnes prônent une révision de la Convention de Genève. D'abord pour faire face aux flux mixtes et pour répondre aussi, disent-ils, à ce que certains appellent les réfugiés climatiques. Des chiffres circulent, près de 23, ça concernerait près de 23 millions de personnes déjà aujourd'hui dans le monde. C'est assez incertain. Mais je précise simplement que dans ce dernier cas, on est loin de l'idée de persécution. Et la notion de réfugié climatique fait référence à des causes complexes et imbriquées. En ce qui concerne la révision de la Convention de Genève, le Haut Commissariat aux réfugiés est contre. Ce serait ouvrir une boîte de Pandore avec aucune garantie d'une issue plus favorable. La Convention de Genève, c'est un texte précieux qui est issu d'un événement historique fort. C'est aussi un texte hautement symbolique. Et je pense que dans la période où nous sommes, et cette difficulté que nous avons en commun de penser à un ordre politique nouveau, il vaut mieux rester avec les outils dont nous disposons, fussent-ils imparfaits. Et puis, nous sommes aussi dans un moment où, et je finirai par là, l'Union européenne et les États ne se posent pas tant la question de l'élargissement de la protection, il y en a eu, mais plus celle de la protection de l'accès à leur territoire. Je voudrais citer ici quelques exemples. Autour, par exemple, de la notion controversée, mais très soutenue par nos amis allemands, d'irrecevabilité de la demande d'asile pour quelqu'un qui aurait transité par un pays tiers sûr. Alors le pays tiers sûr, c'est un pays, c'est une définition pour l'instant au niveau européen assez alambiquée, mais qui présente à minima des garanties qui respecteraient des normes similaires à la Convention de Genève. Je précise cela parce qu'au départ, c'était dans le projet de loi qui va être présenté au Conseil des ministres le 21 février dernier. Puis ça a été abandonné. La CNCDH a d'ailleurs publié un rapport remarquable là-dessus. La question est que cette discussion, elle a lieu au niveau européen. Et ce qui a été abandonné au niveau national va revenir par le niveau européen, et sans doute avec une définition aggravée. C'est important parce que jusqu'ici, le droit de demander asile et de pénétrer sur le territoire européen était garanti. Si cette notion vient à être adoptée au niveau européen, cela risque de changer clairement la donne. Deuxième exemple que je veux vous donner, c'est dans la discussion qui a lieu actuellement en Allemagne, on y reviendra tout à l'heure, dans l'accord de coalition, pour la première fois, les Allemands prévoient d'introduire un quota maximum de réfugiés par an et prévoient également de suspendre ou de limiter fortement la réunification familiale. Alors certes, dans l'accord de coalition, il est question d'un chiffre qui varie entre 180 et 220 000 demandeurs d'asile. Mais jusqu'à présent, la chancelière avait dit que l'asile était un droit fondamental, individuel, et non limité. Voilà une première une approche
qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Et puis, je ne veux pas insister plus que cela sur, par exemple, les Danois, qui aujourd'hui, en Europe, proposent une réforme de l'asile où toute demande serait examinée dans des hotspots situés en Afrique du Nord. Qui sera réfugié demain? Et comment accédera-t-on à ce statut? Alors, par exemple, par un tri opéré dans les pays de transit et par l'ouverture de voies de migration légale. C'est une option qui est étudiée, mais qui est forcément limitée. Je vous rappelle, c'est ce que nous tentons de faire aujourd'hui, par exemple au Niger. Mais on a vu tout à l'heure avec François Héran combien le Niger lui-même était dans une situation extraordinairement complexe. Ce qui, d'ailleurs, si nous faisons cela, ça suppose, à partir de là, ça implique un monde ordonné autour de sous-traitants gardiens de frontières. Sous-traitants gardiens de frontières, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour le compte de la Grande-Bretagne, avec le traité du Touquet, ou avec le traité de Sanders. Je vous rappelle que les Britanniques ont ajouté 50 millions d'euros pour que nous gardions la frontière et la sortie de l'espace Schengen. C'est ce que l'Union européenne fait avec la Turquie. 3 à 6 milliards d'euros pour que Erdogan garde les réfugiés. C'est ce que l'Italie fait partiellement avec un certain nombre de tribus en Libye. Alors, oui, comment répondre et accéder au statut? Évidemment, par le traitement des crises en amont. Mais il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, dirais-je. Mais la manière dont la communauté internationale gère le cas libyen, après l'intervention désastreuse de 2011, est pour le moins dramatique. Et donc, que fait-on également et comment répond-on à de nouvelles formes de migration? Je n'ai pas parlé ici du cas de plus en plus important des mineurs isolés étrangers qui arrivent sur le territoire, par exemple, national, et qui, paradoxalement, ne sont pas réfugiés, ne vont pas, ont les mêmes nationalités, mais ne vont pas s'enregistrer à l'OFPRA, puisque nous considérons, et c'est très protecteur, qu'ils répondent de la protection de l'enfance. 25 000 personnes, aujourd'hui, répondent de la situation de mineurs isolés étrangers dans les départements. C'était 4 000 il y a 4 ans. Et donc, à la manière dont nous répondrons collectivement à cette question de l'hospitalité, je voudrais simplement vous dire que nous définirons également nos propres mobilités en sécurité ou non. Et ce n'est pas le moindre des enjeux que nous avons à relever, tant penser l'accueil de l'autre définit notre propre statut à circuler dans un monde globalisé. Merci de votre attention. La parole est à la salle. Eh bien, au premier rang pour le collège. Ici. Ici, premier rang. Pierre, tu es directeur général de France Terre d'Asile. Donc tu as un certain nombre de leviers à ta disposition pour avancer sur ces problématiques, sans doute pas assez de ton point de vue. J'aimerais te demander, nous, en tant que citoyens lambda, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire des choses pour contribuer de manière positive à tout ou partie de ces problématiques liées par les migrations? Il y a évidemment le rôle que chaque citoyen peut jouer en termes de transmission de l'information, de déconstruction d'un certain nombre d'idées reçues sur ces questions. Et donc ça demande
tout simplement d'accéder à la connaissance pour déconstruire les images qui sont largement véhiculées par les médias et parfois aussi par les responsables politiques. Ensuite, la mobilisation des citoyens dans l'accueil de la population réfugiée est une réalité dans notre pays que nous pouvons évidemment appuyer. Je parle bien des réfugiés, c'est-à-dire de personnes qui ont un statut, un droit de séjour de plus de 10 ans. Des initiatives diverses ont été prises dans ce cadre et je pense qu'elles peuvent être amplifiées. Il en a été cité un certain nombre tout à l'heure. Il y en a d'autres que je tiens à ta disposition, comme les systèmes de parrainage. Les systèmes de parrainage sont extrêmement importants parce qu'il s'agit aussi d'un enjeu primordial d'intégration. Et je pense que nous avons trop considéré que nos valeurs étaient tellement universelles que nous n'avions pas besoin de les transmettre et que par un système de parrainage, expliquer quels sont nos termes de référence à des gens venus d'autres contrées est absolument indispensable et participe à faire ensemble. Non pas à vivre ensemble, mais à faire ensemble. Oui, Pierre-Henri, deux questions purement factuelles. Dans les statistiques globales concernant les réfugiés dans le monde, je n'ai pas vu les Palestiniens, dont l'UNRWA s'occupe. Alors pourquoi cette disparition? Et deuxièmement, que faut-il entendre par protection internationale? Est-ce que c'est simplement l'attribution d'un statut juridique? Qu'est-ce qui concrètement matérialise ce terme de protection? Alors, ce n'était pas du tout un oubli. Les Palestiniens, effectivement, sont protégés par le Haut Commissariat aux réfugiés, par une branche spécifique du Haut Commissariat aux réfugiés, et représentent eux-mêmes à peu près un peu plus de 5 à 6 millions de personnes. Je ne les ai pas mentionnées ici, j'aurais dû le faire. Ce n'était pas du tout une volonté d'effacement. Bien entendu. La protection internationale signifie que, en réalité, le droit à la sécurité auquel nous avons chacun droit à notre naissance et qui nous est offert par l'État dans lequel nous sommes nés, doit être transféré en cas dès lors que l'État d'origine est défaillant. C'est-à-dire que la protection internationale, ce n'est pas simplement un statut juridique, c'est la garantie d'évoluer en liberté, en droit, en circulation sur un territoire. Et la Convention de Genève est très précise là-dessus. Il s'agit de se substituer à l'État d'origine qui n'offre plus toutes les garanties de sécurité. C'est cela, la protection internationale telle qu'on l'entend. Je pense qu'on n'est pas loin du déjeuner. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Alors, je voudrais encore remercier Pierre-Henri pour cette intervention. Et je vous donne rendez-vous à 14h30 ici. On aura l'occasion de parler de l'Allemagne, puisque c'est un pays qui a été au centre de beaucoup de discussions ce matin. On parlera de Calais avec deux préfets qui s'en sont occupés et qui s'en occupent encore. Et on parlera avec Didier Lesky, qui est un des concepteurs de ce week-end autour des migrations, de la question
la situation française et des politiques qui sont conduites aujourd'hui. Ce soir, enfin à 18h, un dialogue Benjamin Stora, président de la Cité de l'immigration, avec Didier Lesky. Y a-t-il une autre annonce ? Ouverture des portes 14h30 et début des interventions 15h. Et il fera plus chaud dans la salle. Voilà. On a demandé du bois.